Après qu'un concours de circonstances des plus favorables a permis à Lando Norris de remporter son premier Grand Prix en 2024, le monde de la Formule 1 a soudainement réalisé que McLaren avait produit une machine capable de rivaliser avec les imbattables Red Bull de Max Verstappen et... Enfin, avec l'imbattable Red Bull. Parce que l'autre, elle est malade. Bien que l'on parlait déjà de lutte mondiale après un doublé Ferrari à Melbourne, aussi aidé par un concours de circonstances, les faits semblaient inéluctables et les craintes de Maximus Verstappenicius ne semblaient plus vaines. L'équipe basée à Milton Keynes devait rapidement mettre en pause les affaires de bibite du directeur Christian Horner et se focaliser sur la performance de leur bolide. Après cette 6e manche à Miami, Norris pointait en 6e place du championnat, 53 points derrière le pays bandais. 12 courses plus tard, le voilà 2e du championnat, à seulement 1 point de moins de retard que le néerlandais, soit 52. Les 4 5e de la saison sont complétés et il est naturel de se demander si rattraper 2 victoires à un tel stade de la saison est encore possible. Mais puisque chez Formule Blablacorp, on n'est pas du genre à se prendre la tête avec des débats de merde comme ça, on a préféré traiter le sujet sous un prisme qui soit réellement intéressant, à savoir de se demander si ce genre d'exploit a-t-il seulement déjà été réussi à travers l'histoire. L'analyse du dimanche regarde le passé pour comprendre le présent, et dans cette quête de trouver réponse à vos questions, nous commencerons par voir s'il y a déjà eu des pilotes sacrés la même année qui ont remporté leur premier Grand Prix. Alors un bon influenceur vous dirait de mettre la vidéo en pause et ensuite de me donner vos réponses en commentaire, sans avoir vu la vidéo, mais bon, moi vu que je conchis à la tronche de ces gens-là, je vais pas le faire. Mais faites-le quand même, s'il vous plaît. Ensuite, nous regarderons si nous pouvons trouver des exemples de Remontada Incredible qui donne le titre en fin de saison. Et oui, c'est une question qui ne me semble pas anodine. En effet, remporter un Grand Prix en Formule 1, comme disent beaucoup de pilotes, c'est un déclic, c'est un cap de franchi et surtout, c'est aussi un moment où on commence à réaliser si oui ou non un pilote a ce qu'il faut pour se battre aux avant-postes ou pas. Tant et tant de pilotes incroyables à travers l'histoire qui ont remporté des Grands Prix se sont quand même avérés être des pilotes finalement décevants lorsque le challenge d'une lutte mondiale se présentait à eux. Alors que dire lorsque une première victoire s'est avérée correspondre à une opportunité de titre? Eh bien, il y a des réponses. Naturellement, je ne parlerai même pas de 1950 et de Giuseppe, dit Nino Farina, puisque, en tant que premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1 et également premier vainqueur de l'histoire du championnat du monde de Formule 1, Farina est un cas à part. Eh ben oui, parce que c'était le premier, il en fallait bien, et puis surtout, Farina avait déjà remporté nombre de grands prix de Formule 1 avant cette saison 1950, donc on peut pas vraiment dire que sa victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne 1950 était sa première victoire en F1. C'était seulement sa première en championnat du monde, donc même si les statistiques nous forcent à dire que ça colle, dans la réalité ça colle pas du tout parce que c'est pas la même mentalité. Il avait déjà un pilote amplement confirmé et c'était un des favoris pour le titre. Et la première, eh bien il faut remonter pas très loin, simplement en 1959. J'étais né. Et oui, parce que Jack Brabham a remporté la manche d'ouverture à Monaco au volant d'une Cooper Climax. Rappelons qu'en 1959 et puis sur la fin des années 50 en général, c'était l'arrivée des moteurs arrière à propulsion arrière et c'est Cooper qui a principalement révolutionné cela en remportant le titre constructeur en fin d'année et avec un duo absolument brillant constitué donc de Jack Brabham et du débutant Bruce McLaren. Le duo avait non seulement une compétence mécanique et technique assez incroyable qui a grandement aidé l'écurie à se développer, mais avant tout un excellent duo de pilotes et un Jack Brabham, triple champion du monde que je ne présenterai pas parce que j'ai autre chose à faire aujourd'hui, mais qui a mené une campagne exemplaire résistant notamment à des pilotes confirmés comme Sterling Moss ou encore Tony Brooks au volant d'une Ferrari qui a mené la vie dure au pilote australois.
Nous parlons naturellement du pilote le plus classe de toute l'histoire avec Graham Hill, qui a remporté le titre en 1962, après avoir remporté lui aussi la manche d'ouverture à Zandvoort en 1962. J'ai déjà dit que c'était en 1962, mais j'ai pas envie que tu oublies que c'était en 1963. Oups, je me suis trompé, je voulais dire 62. En remportant la manche inaugurale à Zandvoort, il s'est naturellement inscrit en tant que favori, et ça a été le cas avec une lutte merveilleuse face à Jim Clark. Jim Clark qui arrivait en plus en tant que favori lors de la manche de clôture à East London pour le Grand Prix d'Afrique du Sud. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans ma rétrospective sur Graham Hill que vous avez tous vu parce que vous adorez l'histoire de la Formule 1 et les mecs ultra stylés comme Graham Hill. On pourra pas dire que Graham Hill a défié l'improbable, mais ça rentre quand même dans la classe des pilotes qui ont réussi à remporter le titre l'année de leur premier succès en Grand Prix. En 1967, Denny Hulme a remporté son premier et unique titre de champion du monde, l'année de son premier succès en Formule 1 en remportant la manche d'ouverture, encore une fois, même si dans ce cas-là, c'est pas la manche d'ouverture de la saison. Mais j'essayais de caler un narratif, parce que la première manche a été remportée par Pedro Rodriguez en Afrique du Sud, mais il a remporté la manche d'ouverture de la tournée européenne à Monaco. Sa saison a donc très bien commencé avec cette première victoire en Formule 1 et la mort de Lorenzo Bandini. J'ai aussi parlé de Denny Hulme dans une petite chronique, mais l'écoutez pas si vous allez pas bien. Tout ça pour dire que Denny Hulme, en plus de confirmer que c'était un très grand talent, puisque c'était encore un jeune pilote à l'époque, même s'il fait partie de ces pilotes qui ont toujours eu l'air vieux, il a eu à faire face à l'un des plus grands challenges de toute l'histoire, à savoir d'affronter son coéquipier. Alors là, vous allez me dire, mais il y en a plein qui l'ont fait, Prost, Senna, Hamilton, Rosberg, Bottas, enfin, il y en a plein qui l'ont fait. Mais le truc, c'est que, encore une fois, il faut se replacer dans le contexte, Jack Brabham, c'était pas que son coéquipier, c'était aussi son patron, chez Brabham. Voilà. Quoi qu'il en soit, en remportant 2 grands prix, soit autant que son coéquipier, il a pu s'imposer avec ses 2 premiers succès en Formule 1 la même saison. Je viens donc de mentionner 4 pilotes, dont un qui compte pas vraiment. Eh bien, dites-vous que le 5e que je vais mentionner est le dernier de cette liste, puisqu'il s'agit de Keke Rosberg, remportant sa première victoire en Formule 1 la même année que son premier titre, en remportant le Grand Prix de Suisse à Dijon-Prenois en 1982. Cherche pas à comprendre. C'est un cas vraiment atypique puisque Keke Rosberg, lorsqu'il est arrivé chez Williams en 1982, il est arrivé là parce qu'il fallait quelqu'un en fait. Il n'avait pas vraiment marqué les esprits, c'était pas un pilote qu'on attendait particulièrement, c'est juste qu'il se retrouvait sans contrat, Williams se retrouvait sans pilote, il a envoyé un CV, voilà, il a dit « je suis dispo au cas où », et Williams a fait « bon bah ». Et puis lorsque le favori de Williams, à savoir Carlos Reutemann, a décidé de se barrer pour des raisons qu'on évoquera peut-être un jour, mais disons que c'était une saison particulièrement controversée. Mais en fait, on va en parler un petit peu plus tard, donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Carlos Reutemann s'est barré en cours de saison et Rosberg s'est finalement retrouvé comme le numéro 1 par défaut. Il a fait une saison des plus correctes, et 82, pour ceux qui n'ont rien suivi du tout, et ben normalement il y a le copain Le Circuit qui a fait une rétrospective complète là-dessus, et si vous voulez me faire des vues qu'à moi, allez voir ma rétrospective sur l'histoire de la Formule 1 qui s'appelle De Fangio à Hamilton, il y a un total de 4 heures de travail dessus, pas de 4 heures, c'est pas genre j'ai bossé 4 heures dessus, c'est le contenu qui fait 4 heures parce que j'ai bossé des mois là-dessus, si jamais vous voulez la voir, il paraît qu'elle est super bien, mais c'est qu'une petite parenthèse, mais en gros en 1982, la saison a vu un nombre de vainqueurs que je saurais même pas vous sortir de tête, on est à 9, 10, 11, 12, 13, quelque chose comme ça, le plus grand de toute l'histoire de la Formule 1 sur une saison. On a eu plein de pilotes qui ont été dans la lutte au titre, et c'est finalement Keke Rosberg qui l'a emporté grâce à une grande constance, et du coup, notamment cette victoire qui, pour lui, est arrivée tout en fin de saison. Alors, c'était pas à la dernière manche, mais à l'antépénultième manche, si je dis pas de conneries, ou juste l'avant-dernière. Bref, le fait qu'il faut remonter jusqu'en 1982 pour trouver un pilote qui a remporté le titre l'année de sa première victoire, donne déjà beaucoup d'indices sur à quel point la F1 c'est de la merde depuis l'arrivée de l'ère turbo et effet de sol de la fin des années 70. Mais bon, ça c'est qu'un avis personnel, je vais pas en dire plus, et on va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Je vais faire une petite pause pour mettre une transition, je sais pas. Sur 73 saisons de Formule 1, parce que je compte pas 1950, seulement à 4 reprises, des pilotes ont remporté
le titre mondial la même année qu'ils ont remporté leur premier Grand Prix. Alors je sais que malheureusement, il y en a qui venaient ici pour avoir des arguments pour chier à la gueule de Lando Norris parce que c'est grave à la mode en ce moment. Je suis désolé de vous donner un argument qui certes va dans le sens du Norris ne gagnera pas le titre, mais pas dans le sens c'est un pilote de merde. Donc là je suis un petit peu désolé de vous donner des trucs contradictoires, mais je vais essayer quand même d'aider un petit peu tout le monde parce que je suis là pour être sympa avant tout, même si j'aime bien quand les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Comme je le disais en introduction, après sa première victoire à Miami, Norris avait 53 points de retard sur Verstappen, à savoir l'équivalent de 2 victoires de retard. Mais malheureusement, remporter 2 victoires, Lando Norris, il l'a déjà fait. Hein. Il a remporté 2 autres Grands Prix depuis Miami, donc théoriquement, ça y est, il les a rattrapés ces 2 victoires. Mais le problème, c'est que Verstappen, il a aussi mis des points entre-temps, et ça, c'est assez emmerdant. Et c'est le petit côté en kikinant, c'est qu'en plus de cela, techniquement, Maximus partait avec 4 victoires contre 1 face à Lando, puisque il y avait déjà eu ces victoires un petit peu d'avance, et nous parlerons également pas du fait que depuis cette victoire à Miami, Norris a donc remporté 3 Grands Prix, Verstappen en a remporté 3, et puis Charles Leclerc, il en a remporté 2, Oscar Piastri 2, et Hamilton 2 et Russell 1. C'est-à-dire que 2024 est la saison avec le plus de vainqueurs différents depuis 2012. Moi, je sais que personne m'écoute parce que tout le monde pense que je suis fou, mais je le dis très souvent, 2024, c'est 2012 à l'envers. Du coup, ça commence par une domination de Red Bull qui sont imbattables, et ça se finit, ça commence avec un championnat qui n'a aucun sens. Franchement, si vous comptez les points à l'envers, et ça je vais le faire en fin de saison si je suis encore là, je vais faire le championnat 2024 à l'envers. Et vous verrez, ce sera un truc de malade, jusqu'à Miami. Mais bon, assez de formules blabla, et entrons dans le vif du sujet en nous intéressant au cas historique où il y a eu des remontées folles au championnat du monde des pilotes. Alors pour ce faire, j'ai naturellement revu l'intégralité des 73 saisons de Formule 1. Ça m'a pris un petit peu de temps, tous les Grands Prix valaient pas la peine, mais globalement ça va. Mais je l'ai fait pour que vous n'ayez pas à le faire, et là vous allez être obligé de me croire sur parole, sauf si vous avez des contre-exemples très argumentés à me donner. Auquel cas je bloquerai votre commentaire parce que personne ne peut me contredire. Mais j'ai décidé de relever quelques saisons particulières qui me semblaient pertinentes, où aux alentours de la mi-saison, on a un pilote qui a commencé à reprendre énormément de points sur le meneur et qui a gagné, ou pas, le championnat, mais qui, quoi qu'il en soit, a joué au chien et à la souris, allez ça marche, jusqu'au drapeau à damier de la dernière course. Et la première saison que j'ai envie de mentionner, c'est celle de 1964, remportée à la triche par John Surtees devant Graham Hill pour seulement 1 point. La saison comportait 10 Grands Prix, pour rappel, la victoire rapportait 9 points, et aussi pour rappel, c'est très important, seuls les 6 meilleurs résultats comptaient. Et vous allez voir, c'est justement très important. Graham Hill a remporté la manche d'ouverture à Monaco, ça a été suivi par 2 victoires de Jim Clark, et lorsque on est arrivé au Grand Prix de France, où Surtees n'a pas terminé, il avait seulement une 2e place à son actif. Au championnat du monde des pilotes, il avait donc 6 points face aux 20 points de Graham Hill et aux 21 points de Jim Clark. Mais Ferrari a corrigé de nombreux problèmes de fiabilité et l'a relancé dans la course avec une 3e place, une victoire, et lorsque on arrive à 3 manches de la fin de saison, John Surtees est 3e du championnat. On rappelle qu'il l'a gagné à la fin avec un total de 13 points de retard sur Graham Hill. Une victoire à Monza devant les Tifosi et 2 deuxièmes places consécutives aux États-Unis et au Mexique, Grand Prix où Jim Clark a abandonné et où l'équipier de Surtees a foutu Graham Hill dehors, mais bon, c'est un autre débat, ont fait que, en fin de saison, eh bien, c'est Graham Hill qui avait le plus de points au championnat. Voilà. Mais, c'est là le plot twist, comme je vous l'ai dit, ce sont les 6 meilleurs résultats de la saison qui comptaient. Graham Hill et John Surtees avaient tous les deux 2 victoires et 3 deuxièmes places. Et Clark avait 3 victoires, mais bon, il n'avait pas assez de points malheureusement. Enfin bref, Surtees avait 2 victoires comme Hill,
Ils avaient tous les deux 3 deuxièmes places, mais John Surtees avait une 3e place et Graham Hill n'avait qu'une 4e place comme 6e meilleur résultat. Ce qui fait que c'est bien John Surtees qui a été sacré en fin de saison, remportant un titre qui semblait improbable comme on l'a vu ne serait-ce qu'à la mi-saison. Et là, si vous êtes pro-Norris, vous pouvez vous dire ah bah attends, le mec il dit c'est presque jamais arrivé dans l'histoire, mais quand même, premier exemple qu'il nous donne, ça a marché. Oui, mais après il faut regarder 1976. 1976, remporté par James Hunt, et il avait 26 points de retard sur Niki Lauda à la mi-saison. Donc là, c'est même plus 2 victoires de retard, c'est carrément 2 fois moins de points. Et à peu près 2 victoires et demie, donc ça ressemble plutôt pas mal au cas de Norris. En remportant le Grand Prix d'Allemagne, James Hunt s'est rapproché de Niki Lauda, 61 face à 36. Mais heureusement pour James Hunt, Niki Lauda a failli crever dans d'atroces souffrances, ce qui l'a privé de 2 Grands Prix et l'a handicapé sur le reste de la saison. La lutte s'est jouée jusqu'au dernier Grand Prix et justement grâce au retrait de dernière minute de Niki Lauda... Ah, je vais pas vous la faire, vous avez qu'à regarder Rush, merde. James Hunt l'a fait, alors pourquoi pas Nelson Piquet en 1981 ? Et oui, encore une fois où ça a marché. Je parlais tout à l'heure du cas de Carlos Reutemann. C'est un petit peu drôle, ça mériterait une aparté à l'occasion, mais j'ai un peu la flemme en ce moment. Rappelons, 1980, c'est le premier titre de Williams avec Alan Jones. Tout ça pour dire que nous étions du coup dans une relation magnifique entre Frank Williams, Patrick Head et Alan Jones. Le premier titre a été remporté, ils sont tout contents. Mais là, il y a Carlos Reutemann qui se pointe. Et le problème, c'est que Carlos Reutemann, il était bon. Et du coup, en début de saison, dans la logique, chez Williams, on voulait que Jones soit le numéro 1, mais Carlos Reutemann, il disait mais moi aussi, je veux gagner Il le disait comme ça, avec cette intonation, il me faisait bien rire, c'était un bon pote, Carlos Reutemann. Et du coup, il a un petit peu désobéi à des consignes d'équipe, ce qui fait qu'il s'est mis en tant que favori pour le titre, puisque quand on prend le premier tiers de saison, il a 12 points d'avance sur Nelson Piquet. Encore une fois, une victoire, c'est 9 points. Alan Jones marque un petit peu le pas avec une victoire en début de saison, une 2e place, puis une 4e place, puis plus rien. Nelson Piquet a eu une 3e place, 2 victoires, et Carlos Reutemann, quant à lui, n'a enchaîné que 5 podiums consécutifs, dont 2 victoires, ce qui faisait qu'il était en tête du championnat. Le souci, c'est qu'à partir de là, Reutemann s'est effondré, ne tenant pas vraiment la pression, et surtout, les disputes en interne face à Alan Jones et à l'équipe Williams. Encore une fois, ils n'avaient pas du tout digéré le cas du Grand Prix du Brésil et des consignes d'équipe pas vraiment respectées. Bref, sautons 5 Grands Prix, et nous arrivons en Allemagne. Et ça y est, Nelson Piquet vient juste de se relancer dans la lutte pour le titre en remportant un Grand Prix. Il revient à 8 points de Carlos Reutemann. Grâce à une fin de saison régulière et de très belles performances de la part du pilote brésilien, il a réussi à la toute dernière épreuve à devenir champion du monde. Alors apparemment, il y a aussi Bernie Ecclestone qui a tenté d'acheter les mécaniciens de chez Williams. Alors celle-là, petite anecdote, vous la mettez dans un coin et démerdez-vous avec ça. On continue toujours à peu près dans la même ère, et cela va impliquer à présent McLaren, et uniquement McLaren. Le début de saison était dominé par Alain Prost. Oui, ça se prononce Alain Prost. Alain Provist. Tout ça pour dire qu'il avait mathématiquement une victoire d'avance sur Niki Lauda, qui avait déjà remporté 2 courses de son côté. Il a eu une passe assez difficile, ne se sentant pas vraiment en confiance dans la voiture et surtout ne parvenant pas à battre en vitesse pure Alain Prost. Pourtant, suite à un abandon du pilote français au Grand Prix d'Autriche, Niki Lauda a réussi à remporter une de ses plus belles victoires en Formule 1, pensant qu'il allait abandonner à cause d'un problème de boîte de vitesse. Il s'est dit, allez, je m'en fous, je continue à rouler. Il a remporté le Grand Prix. À partir de là, il s'est dit, il y a moyen de gagner le titre. Il s'est sorti les doigts du fion comme jamais et il a réussi à aller chercher peut-être, certainement, le plus beau titre de sa carrière. Et attention, c'est dire quelque chose, parce que les 3 titres de Lauda, c'est quelque chose. Faisons un saut temporel de 10 ans, les amis, et regardons cette saison 1994, qui a vu le championnat se jouer pour 1 point lors du Grand Prix d'Australie, entre Damon Hill et Michael Schumacher. Alors, dans une saison qui a vu 6 victoires en 7 courses de Schumacher sur les 7 premières manches,
on pourrait très facilement se dire que la comparaison avec cette saison 2024 est très simple. En plus, c'était il y a 20 ans, tu vois, il y a un truc. Parce que entre une voiture jugée plus ou moins illégale, ou pas vraiment illégale, parce qu'elle l'était pas, mais assez suspecte par la FIA, un pilote qui était mort, ce qui faisait chier la FIA, et non, en fait, il y en a eu deux, mais il y en avait un, on s'en foutait. Un pilote qui avait un héritage à porter avec Damon Hill, et un Michael Schumacher qui était un petit peu trop borderline, quoi, il faisait un petit peu trop la tête brûlée par moment. Eh bien, la FIA a décidé ils ont dit, bon, celui-là, faut le punir. Disqualifié au Grand Prix de Grande-Bretagne pour avoir subi une pénalité pour avoir joué au con pendant le tour de formation, le v'là disqualifié sur 3 épreuves consécutives. Il a été disqualifié au Grand Prix de Belgique pour avoir un véhicule, pas illégal, mais l'usure de la planche qui était trop excessive, planche qui avait été introduite justement dans la saison, ce qui avait pas mal aidé Williams à revenir. Donc tu vois, on retrouve l'esprit compétitif entre Williams qui regagne de la perf et tout. Mais aussi, du coup, on l'a pénalisé pour ça, on l'a disqualifié, c'est normal au final, mais il a aussi été disqualifié du Grand Prix du Portugal et d'Italie. Techniquement, ça fait déjà 16 points perdus sur disqualification, plus 2 opportunités de marquer des points qui lui ont été sucrées de manière violente. Donc lorsque Damon Hill arrive à 1 point de Schumacher à la dernière manche, alors ce n'est pas du tout pour discréditer Damon Hill, discrédité, bref, t'as compris. Mais c'est surtout que la lutte mondiale a été pas mal aidée par la FIA sur cette année-là, peut-être plus que sur n'importe quelle année de toute l'histoire de la Formule 1. Tu peux dire ce que tu veux sur 2021, mais 94, heureusement qu'il n'y avait pas Twitter. J'ai retenu encore 3 saisons, la prochaine étant 2007. En effet, en 2007, Kimi Räikkönen arrive avec un total de 26 points à rattraper sur Lewis Hamilton au premier tiers de la saison au Grand Prix des États-Unis. On rappelle que dans les années 2000, la victoire c'est 10 points. Alors là, on est sur 2 victoires et une 3e place de retard. Lorsqu'on arrive au 2e tiers de la saison en Italie, Räikkönen accuse 18 points de retard sur Hamilton. Il s'est un petit peu rapproché, mais c'est pas ouf toujours. Un jour, je ferai peut-être une émission sur la saison 2007, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, taper 2007 pour... Quoique non, je m'en fous, la regardez pas, elle n'est pas monétisée la vidéo. Regardez d'autres trucs, regardez des vidéos monétisées. Tout ça pour dire que le titre de Räikkönen est parmi les plus de l'histoire. Impensable, improbable. Je vais dire improbable, pas parce qu'on se disait qu'il n'était pas au niveau, mais parce que quand il arrive avec autant de points de retard à la dernière manche, ça relève du miracle de remporter le titre. Je vais mentionner encore 2 autres exemples, mais c'est vraiment plus des exemples bizarres. Je vais parler déjà de 2010, parce qu'en 2010, le champion du monde, Sébastien Vettel, n'a jamais mené le championnat de toute la saison. Mais le truc, c'est que c'était quand même un des favoris, Vettel, pour le titre quand tu regardes la saison 2010, parce qu'il a eu une poisse monumentale. Et Alonso s'est retrouvé là parce que c'est Alonso. Il a surclassé sa bagnole à pratiquement tous les Grands Prix. Et quand tu regardes le début de saison, il gagne la première manche de la saison, mais tu regardes Vettel, techniquement, il aurait presque dû gagner à Bahreïn s'il n'avait pas eu le problème du Renault. En Australie, il aurait pu gagner et aurait dû gagner sans un problème de son châssis avec l'aileron avant qui s'est cassé. Donc je me suis dit, c'est quand même un cas qui vaut la peine d'être mentionné, 2010. Mais au final, le challenger pour la dernière manche, c'est celui qui était devant au championnat, à savoir Alonso. Donc c'est un petit peu bizarre. Et l'autre saison, c'est 2012. Aussi. Et là aussi, c'est n'importe quoi, parce que tu regardes 2012. D'ailleurs, il y a une rétrospective 2012. Enfin, elle a été bloquée par YouTube, faut que je sais. Mais mon frère, il est mort et je vais pas bien. Du coup, tu regardes aux 2 tiers de la saison, Vettel, il a 30 points de retard sur Alonso. Ça y est, on était dans les temps modernes, 25 points pour la victoire. Mais mince, 30 points de retard quand même, à 2 tiers de la saison. Donc... il remporte le titre pour 3 points, mais ça s'est joué à un poil de fion. Et la saison était âprement disputée, donc je me suis dit, ça mérite d'être mentionné, tu vois. Je vais pas en dire plus, parce que j'ai déjà des rétrospectives, tout ça là-dessus, et puis c'est assez frais dans les têtes de tout le monde. Tout ça pour dire qu'en 73 ans de Formule 1, mon immense capacité intellectuelle à analyser la Formule 1 et à connaître son histoire m'ont fait relever un total de 8 saisons, dont 2 qui sont un petit peu bizarres.
dans lesquels un pilote a réussi, ne serait-ce qu'à se rattraper en courte saison d'un retard monumental jusqu'à la dernière manche. Et 5 de ces 8 cas, le pilote a été capable de prendre le titre en toute fin de saison. Il y a un moment, c'est pas une question d'avoir juste la meilleure voiture, c'est aussi une question de contexte. C'est toujours très important le contexte, vous savez. Et après, libre à chacun d'en tirer les conclusions qu'ils veulent. J'espère seulement que quand on se reverra dans quelques mois, vous pourrez me dire que j'avais raison dans les deux cas parce que j'ai laissé une fin assez ouverte pour dire que quoi qu'il arrive, c'est possible. Voilà. Et je me suis dit que c'était le bon moment aussi pour sortir une émission. Alors j'ai regretté de dire ça, mais en hommage à la première que j'ai faite sur cette chaîne, qui était justement pour conchier à la gueule de McLaren, parce que justement, ils venaient d'annoncer que leur duo, c'était Lando Norris et Carlos Sainz, et que franchement, je me disais, bon, c'est quand même cool, hein, il n'y a pas de doute, c'est des bons pilotes, mais quand même, moi, ma McLaren, j'ai grandi avec la McLaren de Mika Hakkinen, David Coulthard, Kimi Raikkonen, Hamilton, Button. Donc, si tu veux, quand on a annoncé Carlos Sainz et que tu le mettais à côté d'un rookie, ça faisait pas rêver. Donc, j'avais besoin de péter un câble dessus. Donc, voilà, ça correspond à peu près aux 6 ans depuis à peu près la première émission sur cette chaîne. Donc, voilà, je me suis dit, j'essaye de racoler les trucs. Allez, j'arrête parce que je suis fatigué, Je suis fatigué, je me sens pas bien. Je crois que je vais rentrer chez moi. Pardon ? Je suis fatigué, je me sens pas bien, je crois que je vais rentrer chez moi. Attendez, c'est ridicule, tout le monde vous attend. Je suis fatigué. Je me sens pas bien. Je crois que je vais rentrer chez moi. He was singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be